Cette conférence sur la guerre de 30 ans en Alsace vous est proposée par Au fil du savoir. Retrouvez nos autres émissions sur aufildusavoir.fr. Bonjour, il faut savoir qu'au fil du XVIIe siècle, l'Alsace était émiettée et sans identité, composée de nombreuses seigneuries et villes libres alliées au Saint-Empire romain germanique. Arrivera la guerre de 30 ans, conflit religieux et politique entre défenseurs de la foi catholique et réformateurs protestants, avec son lot de pillages, massacres et autres exactions qui élimineront une grande partie de la population et en fera fuir beaucoup d'autres. Ces violences seront commises aussi bien par les troupes étrangères venant des quatre coins de l'Europe que par les milices locales. À l'issue de ce conflit, l'Alsace dévastée sera en grande partie unie et soumise à la couronne de France qui laissera à la région une grande autonomie pour des raisons stratégiques et politiques. Avec nous pour parler de ces événements, le professeur Georges Bischoff, directeur de l'Institut d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Strasbourg. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous proposer un sujet qui est un sujet qui, somme toute, est plutôt difficile. Il s'agit en effet de vous présenter des événements qui ont duré une génération et des événements qui sont à la fois fondateurs. Il y a eu un avant et il y a eu un après la guerre de 30 ans, qui sont fondateurs et qui sont aussi actuels. Actuels, pourquoi ? Parce que l'histoire d'un conflit qui s'est passé ici même, il y a 350 ans et plus, cette histoire, elle nous renvoie à de l'actualité. Des guerres de 30 ans, il y en a aussi dans le monde dans lequel nous sommes. Certaines durent depuis près de 10 ans. Je pense à ce qui se passe en Afghanistan, 20 ans à ce qui se passe en Irak, 30 ou 40 ans à ce qui s'est passé ou ce qui peut toujours se passer en Israël, au Liban ou ailleurs. Autrement dit, étudier des événements guerriers, des événements politiques, des événements humains très lointains, reste quelque chose d'important pour nous parce que ça nous permet de prendre la mesure, d'en tirer éventuellement des leçons, de voir comment on peut éviter des problèmes, comment on peut apporter des solutions à des situations de conflit. La guerre de 30 ans est, pour nous, au moins ceux d'entre vous qui sont détenteurs d'une certaine mémoire et d'une mémoire familiale, un événement bien identifié, un événement repère. Repère parce que cette guerre, elle a un nom, mais aussi elle fait appel à tout un imaginaire. Guerre de 30 ans, en alsacien, ça se traduit par Schwedakrieg, la guerre des Suédois. Voilà déjà quelque chose d'assez étrange. Une guerre qui dure 30 ans, une guerre dont les protagonistes sont des gens qui viennent de très loin. Dans la petite ville où j'ai passé mon enfance, mon père avait une vigne dans un vignoble du Haut-Rhin et sur un mur de grès de soutènement de la vigne voisine, il y avait une petite sculpture qui représentait une miche de pain et ce qu'on appellerait une baguette ou une banette, et un petit pain. Qu'est-ce que ça signifiait ? Eh bien, d'après la tradition orale que mon père m'avait rapportée, ça voulait dire que la vigne voisine de la nôtre était une vigne qui, pendant la guerre de 30 ans, pendant la guerre des Suédois, avait été échangée contre une miche de pain et contre un petit pain. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand on ouvre des chroniques de cette époque, on trouve de nombreux exemples qui vont dans ce sens. On trouve aussi, en lisant les chroniques, des informations du genre « ce village a été abandonné, il ne restait plus que 8 ou 10 habitants ». Je crois que c'est à Bouxwiller qu'il ne restait que 8 familles pour une ville qui en comptait sans doute quelques centaines avant le conflit. Conflit dont je rappelle les dates, 1618-1648. Conflit très compliqué qui ressemble à une guerre civile.
C'est une guerre européenne qui se déroule essentiellement à la surface de l'Allemagne, des pays germaniques et de leurs marges, mais qui va impliquer tous les pays d'Europe, y compris les plus exotiques. C'est la raison pour laquelle on a retenu en particulier le rôle très important des Suédois. Une guerre qui va aussi aboutir à une recomposition de l'Europe. En effet, à l'issue de cette guerre de 30 ans, en 1648, des traités sont signés en Westphalie, le traité de Münster et le traité d'Osnabrück, et au terme du traité de Münster, une partie importante de l'Alsace devient française. Ça va avoir un rôle tout à fait important pour le destin de notre région. Voici donc en quelques mots le sens général de ce que je vais dire, des événements terribles avec des conséquences durables. Mais aussi, je crois qu'il est important de se situer dans le temps et dans l'espace. Cette guerre, elle commence à l'époque où règne en France Louis XIII et où bientôt arrivé au pouvoir en 1643, Louis XIV, qui n'est qu'un gamin, qui ne deviendra réellement roi à titre personnel qu'à partir de 1661, il aura en quelque sorte dans son berceau un beau cadeau, une nouvelle province, l'Alsace. C'est une série d'événements qui a par exemple pour contemporain le peintre Rubens, le peintre Rembrandt, le peintre Velázquez en Espagne, qui a pour contemporain Corneille, Molière, Shakespeare tout au début, et je pourrais citer beaucoup d'autres noms. Et une guerre qui a une caractéristique qu'ont les guerres modernes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, en 1991, lors de la guerre qui a été l'un des grands déclencheurs de la situation dans laquelle nous sommes toujours actuellement, la guerre d'Irak, eh bien, cette guerre, elle nous a paru être une guerre propre, une guerre qui ressemblait à un jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'elle nous était communiquée par les médias en temps réel sur nos petits écrans, un peu comme si nous étions devant notre ordinateur en train de faire un jeu vidéo. Eh bien, je vous dirais que la guerre de 30 ans est une guerre presque en vidéo ou presque en images, en son et lumière. Comment cela ? Eh bien, c'est la première guerre qui a été couverte pratiquement en temps réel par la presse. Et ça, c'est une nouveauté tout à fait essentielle. Et je vous présente sur cette image le tout premier journal hebdomadaire qui est paru au monde. Il a paru à partir de 1605 à Strasbourg et portait ce nom de Relation ou Relation, Aller Fürnehmen, etc. Enfin, la relation de tous les événements, etc. J'en passe. Il avait été fondé par un Strasbourgeois qui s'appelait Johann Carolus. Mais le grand propagateur de nouvelles de cette guerre, c'est le journal qui a été fondé en 1630 sous le patronage du cardinal de Richelieu, la Gazette de France, fondée par Théophraste Renaudot, qui couvre pratiquement l'essentiel des événements du début jusqu'à la fin. Une guerre médiatique, c'est quelque chose de très important. À l'heure actuelle, vous le savez, c'est en grande partie la presse qui façonne l'opinion et qui, par conséquent, par militantisme, crée des conditions de mobilisation des hommes et des femmes. Je parlerai de quelques-uns des acteurs de cette guerre. Je rappellerai cependant que c'est une guerre qui débute dans l'Empire. L'Empire, qu'est-ce que c'est ? Vous en aurez une carte d'ici peu de temps. L'Empire, c'est une vaste confédération qui regroupe l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, mais aussi un certain nombre de régions voisines, et qui implique également d'autres régions proches, l'Italie, la Hongrie, le Danemark, etc. J'en passe. Sur cette carte, vous avez en effet
cette région qui va être en grande partie le théâtre de cette guerre. Pratiquement toute l'Europe telle qu'on l'a connue, en gros la zone euro. La zone euro, l'Angleterre n'y est pas en effet, mais l'Angleterre au même moment a une guerre civile qui va entraîner un grand changement avec l'arrivée au pouvoir de Cromwell et la fondation d'une république anglaise qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a existé. Alors, ce Saint-Empire romain germanique qui va de l'Italie du Nord à la Prusse, aux Pays-Bas et à l'Autriche, au Danube, il est aux mains d'une famille régnante, la famille des Habsbourg. Les Habsbourg, dont la capitale est Vienne, mais dont d'autres capitales sont, par exemple, Prague et aussi Madrid, puisque cette famille, en effet, depuis le XVIe siècle, domine le monde, y compris le Nouveau Monde, et s'est divisée en deux branches, la branche allemande, établie à Vienne, et la branche espagnole, établie à Madrid, mais détenant de gros morceaux d'Italie, détenant la Franche-Comté, détenant la Flandre, la Belgique actuelle. Ça n'apparaît pas sur ma carte. Ceci pour vous dire que, et vous le voyez, la France, le royaume de France, tel qu'il existe au XVIIe siècle, est entouré par l'Empire et par l'Espagne, et en quelque sorte assiégé par ces Habsbourg qui sont ses ennemis. L'empereur appartient à cette famille, à cette dynastie. Il n'est pas héréditaire, il est élu, mais en réalité l'hérédité existe. Et deux empereurs vont régner pendant la période qui nous concerne. L'un et l'autre s'appellent Ferdinand, Ferdinand II et Ferdinand III. Je les cite pour mémoire, n'oubliez pas la chose. Les Habsbourg sont ducs d'Autriche, rois de Hongrie, rois de Bohême et possèdent des terres très importantes, notamment en Alsace. Ils sont catholiques. Une partie de leurs sujets sont protestants. C'est particulièrement le cas des habitants, en tout cas de la noblesse du royaume de Bohême, dont la capitale est Prague. Les Habsbourg sont les fondateurs d'une monarchie puissante et centralisée qui contrarie les intérêts de seigneurs locaux, d'habitants de villes et d'une partie de la population. Aussi, en 1618, lors d'un problème de succession à la tête du royaume de Bohême, les habitants de Prague se révoltent contre les envoyés de Ferdinand II que j'ai cités tout à l'heure et les jettent par la fenêtre du château de Prague. C'est ce que l'on appelle la défenestration de Prague qui a lieu le 23 mai 1618. Cet événement va être le point de départ d'hostilité entre les habitants du royaume de Bohême et la famille de Ferdinand II, guerre à répétition extrêmement complexe, dont l'enjeu c'est à la fois la tolérance religieuse, guerre de religion, mais aussi la forme qu'exerce le pouvoir monarchique fort, ou au contraire pouvoir partagé avec les puissances locales. Dans cet empire du début du XVIIe siècle, il y a en effet, et ça n'apparaissait pas du tout sur ma carte qui est mal faite, cet empire n'est pas, contrairement à la France, un État unifié. En effet, cette grande masse qu'est l'Allemagne et le nord de l'Italie se divise en réalité, un peu comme un puzzle, en 350 petits États. Certains sont plus gros que d'autres, la Saxe, le Palatinat, la Bavière sont de très gros morceaux, la Lorraine aussi. D'autres, au contraire, sont microscopiques. En Alsace, par exemple, vous avez des principautés de poche. L'abbesse d'Andelot, tout près d'ici, est officiellement princesse. Le comte de Salm sera comte immédiat, c'est-à-dire qu'il aura
les mêmes prérogatives qu'un souverain. Le sire de Ribeaupierre à Ribeauvillé est pratiquement le maître chez lui. L'abbé de Mourbach possède une principauté de 270 km². Je pourrais en citer des quantités invraisemblables. Donc, cet empire est éclaté en des quantités d'appartenances qui, en 1555, ont adopté un système qui s'appelle le système de la paix d'Augsbourg, au terme duquel le prince, le maître d'un territoire, impose sa religion à ses sujets. Exemple, la vallée de la Bruche appartient à l'évêque de Strasbourg, qui est le prince d'une principauté assez importante en Basse-Alsace. Eh bien, tous les habitants de cette principauté seront donc obligatoirement catholiques. La ville de Strasbourg, en revanche, qui s'est débarrassée de son évêque depuis le XIIIe siècle, a adopté la Réforme. C'est devenu une ville très puissante, que nous voyons ici, très puissante, qui est organisée en république, une république aristocratique, qui contrôle le plus important pont du Rhin dans pratiquement toute l'Allemagne. Nous sommes en effet historiquement en Allemagne, c'est-à-dire dans les régions de langue germanique. Il n'y a pas d'État allemand, ça mérite d'être dit. Et la ville de Strasbourg a adopté la religion luthérienne. En revanche, ses voisins sont catholiques. Ça provoque parfois des tensions, et ça en a provoqué une particulièrement vive, qui a eu lieu entre 1584 et 1604, pendant près de 20 ans, ce qu'on appelle la guerre des évêques, où en effet, à Strasbourg, plus exactement dans le diocèse de Strasbourg, il y a eu deux évêques rivaux, un évêque protestant, appuyé plus ou moins par les Strasbourgeois, et un évêque catholique. Alors, de cette guerre, je ne parlerai pas longtemps, si ce n'est pour dire que l'évêque catholique est resté maître du territoire, l'évêque protestant, c'était plutôt un prétexte pour affaiblir l'évêque catholique. Toujours est-il que, vous voyez, on a un climat de tension religieuse, tension politique extrêmement grave. En 1604, cette guerre des évêques a pris fin à la suite de l'intervention de l'arbitrage du roi de France Henri IV, qui avait tout intérêt à essayer de réconcilier les catholiques et les protestants contre son ennemi de l'époque, qui était l'empereur, qui était pour l'instant hors champ. En 1607, Strasbourg a un nouvel évêque. Et cet évêque, c'est un archiduc d'Autriche, c'est-à-dire un membre de la famille impériale, un membre de la famille des Habsbourg, qui s'appelle Léopold V. Le voici, vous le voyez ici en soutane, et à droite, vous voyez sa femme, halte là. Ça ne veut pas dire que cet évêque était marié en tant qu'évêque. Ça veut simplement dire qu'à un certain moment, il s'avérait qu'il n'avait plus de frères susceptibles de procréer et de transmettre l'hérédité de sa famille, et le pape l'a réduit à l'état laïque. Il s'est marié avec une princesse italienne, Claude de Médicis, ceci vers 1625 ou 26, je ne sais plus exactement. Alors, l'importance que ça peut avoir est la suivante. En 1607, un évêque appartenant à la famille régnante, qui devient évêque de Strasbourg, et qui, catholique, membre de la Maison d'Autriche, va, au moins dans notre région, changer la donne. Sa capitale est Saverne, il réside souvent à Dachstein, mais il réside souvent à Innsbruck ou ailleurs, et la ville sur laquelle il s'appuie le plus fortement est la ville de Molsheim. Nous avons ici à l'église de Molsheim un médaillon qui représente ces armoiries. Alors je pourrais les commenter très longuement, je ne vais pas le faire, mais je voudrais simplement faire
apparaître une chose ici. Vous avez les couleurs de l'Autriche. Vous avez ici les couleurs de l'Alsace. Pourquoi? Parce que évêque de Strasbourg, il est à la fois landgrave de Basse-Alsace, c'est un titre honorifique, mais il est aussi, par sa famille, landgrave de Haute-Alsace, c'est-à-dire le maître du territoire très important que je vais vous montrer bientôt. À Molsheim même, s'est établi, au moment de la Réforme, un foyer extrêmement important de contre-réforme, c'est-à-dire de lutte contre les hérétiques protestants, avec l'installation dans cette petite ville de Molsheim d'un couvent de jésuites, d'un collège de jésuites, et mieux encore, en 1617, d'une université dominée par les jésuites. Et que font ces jésuites? Ils vont essayer de reconquérir les âmes, de lutter contre le protestantisme, d'éviter la contagion de la réforme dans les campagnes. Autrement dit, ils contribuent à une espèce de climat de reconquête spirituelle qui pourrait éventuellement avoir des conséquences politiques. Les conséquences politiques, nous les voyons. Je reprends le cas d'Alsace. En 1617, plaçons-nous en 1617, vous voyez la configuration qu'a l'Alsace, c'est quelque chose de très, très morcelé. Or, dans ce morcellement, qu'y a-t-il? Eh bien, le bloc le plus important de territoires en Alsace, ce sont des territoires qui appartiennent à la Maison d'Autriche. C'est ce que l'on appelle l'Autriche antérieure, la Haute-Alsace qui va jusqu'à Belfort, la région du Brisgau et de la Forêt-Noire. C'est en quelque sorte un pont sur le Rhin. Ce territoire, qui est le plus important sur le Rhin supérieur, ici même, a une importance stratégique énorme. Sa capitale est la petite ville d'Ensisheim que vous avez ici, mais aussi et surtout cette province autrichienne, bien organisée, elle a une grande influence politique. Influence politique, d'une part, parce qu'elle impose son contrôle sur des seigneuries satellites, l'abbé de Mourbach, l'abbé de Lure, le sire de Ribeaupierre, le Val de Villers, passe sous le contrôle de l'Autriche. Or, lorsque, en 1607, Léopold V est élu évêque de Strasbourg, c'est un peu comme une OPA d'une grosse multinationale sur une entreprise un peu moins importante. Ça permet à l'Autriche de contrôler les terres de l'évêque de Strasbourg, en Haute-Alsace autour de Rouffach, en Basse-Alsace autour de Molsheim, autour de Saverne, dans le Korsberg et sur la rive droite du Rhin, du côté d'Oberkirch. Là aussi, c'est le point de départ d'une véritable annexion de l'Alsace par la Maison d'Autriche. Alors ça va inquiéter. Ça va inquiéter les princes protestants. Exemple, le sire de Hanau-Lichtenberg. Ça va inquiéter la ville de Strasbourg. Ça va inquiéter le Württemberg qui est proche. Je pourrais en citer d'autres, je ne le fais pas. Donc, une sorte d'impérialisme autrichien dans la région. Et cet impérialisme autrichien a même des conséquences encore plus graves. C'est le retour du catholicisme, mais c'est aussi, comme les jeux des multinationales, vous savez qu'à l'heure actuelle, les multinationales s'échangent des morceaux d'entreprise avec un cynisme absolu. Eh bien, en 1617, retenez bien cette date, en 1617, comme on avait prévu que l'archiduc d'Autriche, Léopold V, étant évêque, n'aurait pas d'héritier, il n'était pas encore question qu'il se marie et qu'il procrée, la famille avait pris la décision importante qui était la suivante. Quand Léopold V mourra, ces terres, on ne va pas les garder, les laisser à la branche allemande de la maison de Habsbourg, on va les donner à la branche espagnole. Et un traité secret est conclu. Ce traité secret dit
Quand Léopold V mourra, c'est pas encore fait. Comme Léopold V mourra, la Haute-Alsace, ici, sera donnée à l'Espagne. L'Espagne qui possède la Franche-Comté. L'Espagne qui possède, on ne le voit pas sur la carte, le Luxembourg, qui possède la Belgique. Et du coup, excellente opération pour les Habsbourg d'Espagne, qui possèdent aussi la région de Milan. Donc, l'idée de faire une espèce de banane bleue, de zone reliant les Pays-Bas, c'est un peu le rêve de Robert Schuman, une sorte d'Europe sous la domination catholique et espagnole des Habsbourg. Ce projet existe, il n'a jamais été réalisé, mais en tout cas, il montre que des reclassements importants sont en cours. Enfin, cette Alsace-là, qui fait partie du Saint-Empire romain germanique, qui est morcelée, est quand même confrontée à un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes se situe à l'ouest. Depuis le XVe siècle, le roi de France manifeste une volonté d'expansion vers l'est, vers le Rhin. Et ça, on le sait très bien. Le roi de France est un peu en embuscade. Or, entre le roi de France et la vallée du Rhin, il y a le duché de Lorraine. Le duché de Lorraine est catholique, le duché de Lorraine fait partie de l'Empire, mais il est à peu près indépendant. Et tout ça va ajouter au climat de tension. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en France, je ne l'ai pas encore dit, ont lieu les guerres de religion. Or, les guerres de religion sont des guerres au cours desquelles les différents belligérants, catholiques ou protestants, ont continuellement fait appel à des mercenaires qui traversaient les Vosges, que voici, pour aller se battre en France. Autrement dit, ce massif vosgien est devenu une espèce de passoire, très menacée par des incursions de soldats et en même temps un enjeu. Pourquoi ? Si par exemple le duc de Lorraine est suffisamment puissant, il arrivera à bloquer l'entrée de mercenaires allemands en France. Et inversement, le duc de Lorraine s'intéresse beaucoup à l'Alsace, où il possède des terres et où, en quelque sorte, il a les mêmes idées que la Maison d'Autriche en matière de rétablissement du catholicisme et en matière d'organisation du pouvoir politique. Alors, ceci fait que notre région est aussi menacée par un voisinage proche entre l'Alsace en partie protestante et la Lorraine catholique, entre la France, qui depuis Henri IV a adopté une paix de religion, et l'Empire, où les couteaux ne sont pas encore tirés, mais presque, l'Alsace se situe un peu en sandwich, dans une situation inquiétante. Inquiétante au point que, en Alsace même, les différentes puissances, qu'elles soient catholiques ou qu'elles soient protestantes, essayent de s'organiser pour éviter au moins trop de désordre. Et cette organisation-là, elle va consister à se manifester par une coopération des différents États alsaciens. Coopération, concertation, à la fois pour surveiller les routes et à la fois pour s'opposer à des passages de troupes, et en particulier à des passages de troupes qui viendraient de Lorraine dans la vallée du Rhin. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais toujours est-il que on essaye au moins de trouver des solutions qui permettent d'arbitrer d'éventuels conflits en Alsace à la veille de la guerre de 30 ans. Vous avez ici une image qui représente Sélestat en 1643. Nous verrons un certain nombre d'images comparables à celle-ci. Il y a en effet, autour de 1630-1640, un grand éditeur fixé à Francfort qui s'appelle Merian, ou Merian, qui est originaire de Bâle, qui a travaillé à Strasbourg, et qui va profiter de l'appétit médiatique des gens pour fabriquer des images. En particulier, l'Alsace aura droit
en 1643, en pleine guerre, à un magnifique ouvrage touristique qui s'appelle la Topographia Alsaciae, avec ses vues très belles de l'Alsace. Eh bien, il faut savoir que cette vue de Sélestat, faite en 1643, a été faite au moment où la guerre est la plus, enfin atteint en quelque sorte son paroxysme. Cette vue nous montre justement ce que sont les Vosges hérissées de châteaux, dont certains ont été rénovés, mais aussi percés, traversés par des vallées qui sont autant de voies d'invasion extrêmement importantes pour aller d'ouest en est ou inversement. Alors c'est en grande partie dans ce contexte que, depuis la fin du XVIe siècle, l'Alsace s'est militarisée. Militarisée, c'est-à-dire que, par crainte de guerre extérieure ou de désordres locaux, les habitants des différentes seigneuries ont pris l'habitude de s'entraîner à faire la guerre et que l'on a organisé des plans de défense comme celui qui est ici, qu'on a prévu des camps en temps de guerre. Par exemple, à la fin du XVIe siècle, on avait prévu d'installer un camp près de Molsheim pour ou bien empêcher une invasion venue de Lorraine ou au contraire servir de relais aux Lorrains si les Lorrains venaient au secours, par exemple, de l'Autriche. On a aussi, à ce moment-là, restauré un certain nombre de châteaux forts dans la même perspective. Autrement dit, l'Alsace du début du XVIIe siècle est hérissée de canons, d'arquebuses, de fortifications qui ont été refaites. L'évêque de Strasbourg a refait, par exemple, Benfeld, il a refait Darstein, il a refait en partie Saverne, et on pourrait citer beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens. Climat d'avant-guerre. Climat d'avant-guerre dont les gens ont conscience. Et ce climat d'avant-guerre, les guerres ne se produisent jamais toutes seules, il est exacerbé par une situation que je n'ai pas encore évoquée. À côté de ces rivalités politiques et confessionnelles, nous sommes dans une période de crise économique. Crise économique qui fait suite à un essor économique très puissant au XVIe siècle, crise économique qu'il est difficile d'expliquer, mais dont une grande partie des causes tient à l'inflation qui est en grande partie provoquée par l'arrivée de l'argent du roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, en effet, a énormément d'argent qui vient de ces mines d'Amérique du Sud, qui sont exploitées d'une façon épouvantable, et cet argent circule, provoquant toutes sortes de crises financières que je n'ai pas le temps de développer, rendant très difficile les rêves de paix que, par exemple, des juristes, des universitaires essayent de formuler. C'est par exemple le cas pour le juriste Grotius qui essaye de fixer un droit de la guerre et un droit de la paix. Droit de la guerre et de la paix, en réalité, la guerre qui va éclater en 1618 montrera que ce droit est foulé aux pieds et que les beaux intellectuels qui se réfugiaient dans leur bureau à lire de beaux livres, finalement, ils ne vont pas apporter grand-chose au débat et sur le terrain. Les armes vont en effet bientôt parler. Je passe pour évoquer justement cette guerre. Alors, cette guerre, elle prend son départ en 1618 en Bohême pour cette affaire interne, cette affaire de révolte. À la limite, c'est ce qui se passe à Tripoli et en Libye aujourd'hui. C'est une population, les Bohémiens, qui se révoltent contre la domination des Habsbourg, dont ils pensent qu'ils sont susceptibles d'être des tyrans. Et ça va se solder par des batailles, une série de batailles qui font que quand on fait la guerre, quand on remporte une victoire, on impose la loi du vainqueur, et quand on est battu, on cherche des alliés ailleurs. Alors c'est ce qui se passe. Les Bohémiens, les habitants de la Bohême, sont battus
par l'armée impériale. Alors il y a des défections, je ne vais pas citer tous les généraux, il n'empêche que l'armée impériale sait très bien se battre, les protestants aussi, mais enfin ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils vont donc chercher des alliés. Le premier allié que vont chercher les protestants, c'est le comte palatin, c'est-à-dire le grand prince dont la capitale est Heidelberg. Et ils vont l'élire roi de Bohême, il s'appelle Frédéric V, et par conséquent, ils vont guerroyer sous sa bannière en 1618-1619. Le problème, c'est que l'armée impériale est plus puissante, elle va assez rapidement le chasser et va donc déplacer le conflit. Et en particulier, le conflit va se déplacer dans la région qui est la nôtre. En 1621, en effet, le principal chef de l'armée protestante s'est retiré au Palatinat. Ce chef s'appelle le comte de Mansfeld et il va essayer d'attaquer les impériaux, ce qu'on appelle les impériaux, en particulier les attaquer en Basse-Alsace. Il s'empare de Wissembourg, il s'installe à Haguenau et la guerre entre en Alsace en 1621. Elle ne va pas durer très longtemps, elle va durer à peu près 1 an en Alsace, après quoi les impériaux vont chasser l'armée de Mansfeld. Mais c'est le premier épisode, retenez bien cette date, 1621-1622. Alors, en quoi est-ce que l'Alsace a une importance particulièrement grande par rapport aux autres régions? Eh bien, précisément parce que l'Alsace se trouve sur le couloir nord-sud qu'est la vallée du Rhin, mais aussi parce que l'Alsace a à sa disposition les 3 ponts qui franchissent le Rhin d'est en ouest. Ces 3 ponts sont d'abord Bâle. Le pont de Bâle ne peut pas être utilisé parce que les Suisses sont en dehors du conflit. Le deuxième pont est le pont de Brisac. Le pont de Brisac est un pont absolument épatant parce qu'il relie les 2 parties des terres autrichiennes et que, vous le savez tous, quand on franchit la forêt noire après Fribourg-en-Brisgau, on arrive en direction du Danube. Autrement dit, c'est la porte ouverte vers l'Europe centrale. Le pont de Brisac permet d'arriver dans la plaine d'Alsace à la hauteur de Colmar, Célestat, et par conséquent permet de faire des jonctions avec des troupes venues, par exemple, de Lorraine. Enfin, l'Alsace, elle a un rôle d'autant plus important que la Franche-Comté espagnole se trouve au sud, en connexion avec la Savoie et le Milanais qui font partie du même parti, ce qu'on appelle les impériaux, et par conséquent, c'est un peu une plaque tournante pour la suite des opérations. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les épisodes de ces opérations militaires, je voudrais simplement dire que grâce à la presse, grâce à l'espionnage, grâce aux correspondances de tous les sens, on est très bien renseigné sur les événements. On sait très bien ce qui se passe. Vous avez ici les nouvelles ordinaires de la Gazette de France. Alors, vous voyez, nouvelles de Rome, de Venise, de Vienne, de Prague. Et on nous apprend ce qui se passe, vous voyez, en ces préparatifs de guerre. Chacun des partis se décharge de blâme, c'est-à-dire accuse l'autre, pour le remettre sur son compagnon. Les Espagnols accusent les Français. Pourquoi? Parce que, justement, les Espagnols et les Français vont intervenir dans cette guerre du côté, respectivement, des impériaux, des Habsbourg, et du côté des protestants, le cas des Français. Alors, l'armée impériale, donc 2 parties. 2 parties, les impériaux qui ont souvent à leur tête de très grands généraux qui ont une très grande expérience militaire. Les 2 généraux les plus connus, c'est d'une part un Belge, un Brabançon, qui s'appelle Tilly, que vous avez à notre gauche, et qui est un catholique fanatique,
et Wallenstein qui est un protestant, mais qui a trahi son camp pour rejoindre les impériaux. Et ces deux généraux en chef vont se déplacer dans toute l'Allemagne, qui sera en quelque sorte leur champ de bataille. Tilly est représenté devant des murs en train de dégager des flammes. Il est particulièrement connu pour avoir assiégé la ville de Magdebourg, qui a été pratiquement rasée à la suite de ce conflit. Alors, de cette guerre, je ne vais pas donner tous les détails, mais je voudrais dire en quoi elle consiste. Il s'agit de guerre de mouvement et de guerre de siège. Deux parties, les impériaux et ce qu'on appelle l'Union protestante. Les armées sont pour l'essentiel des armées de mercenaires, c'est-à-dire de soldats de métier, avec trois types de combattants, je les présenterai bientôt. D'une part, de l'infanterie, qui sont, je le répète, des mercenaires, des cavaliers, particulièrement des cavaliers qui se battent avec des armes à feu, ce qu'on appelle des dragons, et enfin, de l'artillerie de siège, qui explique qu'on va multiplier les fortifications, parfois provisoires, parfois définitives, qui sont adaptées justement à la guerre avec de l'artillerie de campagne. C'est le cas ici, où nous avons un camp, un exemple de forteresse, de citadelle qui est construite pendant le conflit pour servir en quelque sorte de tête de pont. Donc cette guerre, des batailles ouvertes, des chevauchées et des sièges. L'un des sièges les plus connus est un siège qui oppose les Espagnols et les Hollandais. C'est une guerre annexe à la guerre de 30 ans. C'est le siège de Breda qui est ici représenté par Velasquez. Mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Voici par exemple une bataille, la bataille de Wimpfen, qui, si je ne me trompe pas, est remportée par Tilly, donc le général que j'ai cité tout à l'heure, sur l'armée protestante. Alors, je vais y venir parce que c'est là que ça commence à devenir particulièrement important. Les impériaux ont des moyens, quand ils sont unis, Espagne, Autriche, éventuellement Lorraine, parfois Savoie, quand ils sont unis, ont des moyens supérieurs aux protestants. Le résultat est que les protestants, d'abord, vont être battus vers 1623-24, puis le roi de Danemark vient à leur secours, le roi de Danemark est battu et doit battre en retraite, et en 1630, et c'est là qu'un changement important a lieu, en 1630, le roi de Suède, que nous voyons ici, Gustav Adolf Vasa, qui est un luthérien très sincère, très religieux, qui est en même temps détenteur de terres importantes à la limite de l'Allemagne, dans la Baltique, décide d'intervenir en Allemagne. Ce Gustav Adolf est un chef de guerre absolument remarquable, et en l'espace de moins de 2 ans, il va réussir à emporter la décision, à battre l'armée catholique, à battre l'armée de Tilly, à battre l'armée de Wallenstein. Il donne donc un espoir extraordinaire aux protestants, et il a avec lui des généraux qui sont d'excellents chefs de guerre. Le meilleur s'appelle Bernard de Saxe-Weimar. Nous le voyons ici à notre droite. Hélas, à la fin de l'année 1632, le 16 novembre, en Saxe, à la bataille de Lützen, remportée par les Suédois, le roi de Suède est mortellement blessé. Autrement dit, son second, c'est Bernard de Saxe-Weimar, qui va continuer la guerre pour son compte. On va donc appeler Suédois non seulement des Suédois d'origine, mais aussi et surtout des Allemands, des Suisses, des Saxons essentiellement, qui ont été recrutés par Bernard de Saxe-Weimar. Et Bernard de Saxe-Weimar comprend une chose extrêmement importante,
que la clé de toute la guerre, c'est de s'emparer de la vallée du Rhin. Pourquoi? Parce que c'est par là que l'Autriche peut recevoir ses renforts. Et donc, à la fin de l'année 1632, Bernard de Saxe-Weimar et un général suédois qui s'appelle Horn pénètrent en Alsace, obtiennent l'autorisation de passer par le pont de Kehl, contrôlé par Strasbourg, ville protestante restée neutre. Ça mérite d'être dit pour toutes sortes de raisons que j'expliquerai peut-être tout à l'heure. Et les Suédois vont s'emparer de l'Alsace en l'espace de quelques semaines à peine à la fin de 1632. Les Suédois en particulier s'emparent de Benfeld qui est la meilleure place forte d'Alsace et donc dans laquelle ils vont s'organiser pour conquérir la région. Alors, pas de rapport pour l'instant. Donc Gustave Adolphe est mort, Bernard de Saxe-Weimar est en place. Le problème, c'est que Bernard de Saxe-Weimar est un peu contesté, mais aussi et surtout que les armées catholiques vont essayer de refaire leurs forces et en 1634, l'équilibre des puissances est de nouveau rétabli. Alors le résultat est que Bernard de Saxe-Weimar va être obligé de faire le forcing et en particulier ce qui l'intéresse, c'est de bien se positionner sur le Rhin et d'avoir des alliés. Alors c'est ici, vous voyez que c'est très compliqué cette histoire, hein. On ne sait jamais qui est dans quel camp, mais enfin ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à partir de 1634, le roi de France décide d'entrer dans la mêlée. Et il décide d'entrer dans la mêlée, le roi de France, qui est le roi très chrétien, qui est catholique, qui a des protestants dans ses termes et des protestants contre lesquels il se bat aussi, passe du côté des princes protestants. C'est paradoxal, en vertu du principe « je suis l'ennemi des Habsbourg, je suis l'ennemi de l'Espagne, je suis l'ennemi de l'Autriche, les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Et donc, à partir de 1634-1635, le roi de France envoie des troupes à l'armée dite suédoise, à Bernard de Saxe-Weimar, et va l'aider à prendre possession de l'Alsace en s'organisant plus ou moins bien. Résultat, en 1638, le roi de France et ses alliés suédois ou ex-suédois sont pratiquement, à quelques exceptions près, maîtres de l'Alsace. Il y a eu entre-temps des combats extrêmement rudes qui tiennent à la façon de faire la guerre que je vais assez rapidement vous expliciter. Je regarde ma montre, je ne voudrais pas être trop bavard. Hein. D'abord, première remarque à faire, ce qui fait la force des armées, c'est l'infanterie, c'est la piétaille, c'est-à-dire le nombre de soldats. Soldats qui se battent avec des piques contre les cavaliers ou contre d'autres fantassins, qui se battent avec des arquebuses, suivant une liturgie très complexe, avec des armées de milliers et de milliers d'hommes. Armées qui coûtent extrêmement cher, parce que, je répète, ce sont des mercenaires. Des armées qui sont en quelque sorte des entreprises privées que l'on loue. Alors, ici, vous avez un schéma qui montre une armée en marche. C'est assez compliqué, mais vous voyez qu'elle est précédée par des arquebusiers, suivie par des mousquetaires, puis par des piquiers. Et enfin, pour finir, il y a les bagages, parce qu'une armée se déplace avec un matériel tout à fait énorme, et bien sûr du butin, et bien sûr aussi des quantités de personnes qui vivent de l'armée, hommes, femmes et enfants. Alors vous avez ici quelques nouvelles, par exemple des nouvelles de l'invasion suédoise en Souabe et en Saxe à la fin de l'année 1632. Alors je passe les détails. Hein. Le maréchal Gustave Horn est retourné le 9 du présent d'Alsace en cette ville, etc., avec quelques-unes de ses troupes pour aider à prendre la ville d'Offenbourg. Vous voyez, la guerre se rapproche. Et puis on va recruter des troupes dès qu'on en a besoin. Et puis quand on n'a plus besoin, on les licencie. Et elles passent dans l'armée ennemie. Alors, vous voyez que c'est assez compliqué.
faire des sièges coûte extrêmement cher, parce qu'il faut utiliser des armes techniques, parce qu'il faut utiliser des moyens d'attaque très complexes, mobiliser des terrassiers, du génie, des ingénieurs, j'en passe, et des meilleurs. Les Suédois, par exemple, vont s'employer à assiéger les principales places fortes du pays. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple du Haut-Königsbourg, qui, en 1633, est assiégé et finalement pris à l'issue d'un siège de quelques semaines, un siège particulièrement difficile, avec des opérations commando. Des villes comme Ensisheim, Belfort, pour citer ces deux exemples, sont prises et reprises, perdues et reperdues 6 ou 7 fois en l'espace d'un an. Ça vous donne un peu le rythme de cette guerre. Avec, voici par exemple, l'utilisation d'explosifs. Par exemple, des sièges qui se font en utilisant ce qu'on appelle des pétards, c'est-à-dire, ce ne sont pas des canons, ce sont des mortiers, si vous voulez, qui sont plaqués contre les portes ou contre les murs d'une fortification, ça se passe en général de nuit, et qui servent à projeter de l'explosif pour casser le mur ou pour casser la porte. C'est une technique assez fréquemment utilisée. Des techniques de siège très complexes qui demandent souvent des travaux de retranchement très, très longs, très importants, au point que une guerre, c'est donc toujours souvent un siège qui s'éternise, une armée de relève qui vient en renfort aux assiégés ou aux assiégeants, et une bataille rangée. La bataille de Nördlingen, par exemple, qui est une victoire des impériaux contre les Suédois, et qui est à l'origine de l'intervention française. Nördlingen se trouve en Souabe, elle s'est passée dans ces circonstances. Alors, les armées qui vont se battre à travers toute l'Allemagne sont des armées qui sont recrutées non seulement sur place, en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Exemple, dans l'armée impériale, on trouve, par exemple en Alsace, des Croates qui sont recrutés en Croatie, comme le nom l'indique, qui sont des guerriers relativement sauvages. On trouve des Espagnols, on trouve des Italiens. Je ne vais pas citer les noms de tous les généraux, mais les généraux, c'est Spinola, qui est un Italien, Montecucculi, Gallas, Tilly, qui est un Belge, Bucquois, etc. Il n'y a pas d'appartenance nationale stricte, on est très interchangeables et on fonctionne souvent par rapport au plus offrant. Il y a moyen de gagner sa vie d'une façon extrêmement ample en étant entrepreneur de guerre. Alors, voici un peu l'image de ces guerriers. Bien entendu, ça implique aussi un armement cher, un entraînement, les Espagnols étant considérés comme les meilleurs fantassins de l'époque grâce à des techniques que nous voyons utilisées ici, qui consistent à se battre en carré. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a de vrais chefs-d'œuvre de tactiques militaires qui sont mis en œuvre, qui font que les batailles sont des batailles très impressionnantes, au cours desquelles des milliers et des milliers d'hommes s'affrontent, avec à la fois le choc de carrés de fantassins, l'utilisation de l'artillerie pour briser ces carrés, et des charges de cavalerie extrêmement impressionnantes. Je passe, mais aussi des bannières. Il n'y a pas de drapeaux nationaux à l'époque, mais il y a des bannières qui sont souvent des bannières avec des slogans. La ville de Strasbourg est neutre, mais en 1632, elle engage des régiments de mercenaires pour se défendre. Et voici les drapeaux de ces régiments de mercenaires. Alors, certains de ces drapeaux représentent les armoiries de Strasbourg, d'autres
arborent des slogans. Par exemple, « Le Christ est mon espoir » ou bien Gott mit uns, qui apparaît à l'époque. Ici, le drapeau de Strasbourg représente assez souvent une fleur de lys, qui n'est pas la fleur de lys du roi de France, mais un des symboles de la ville. Enfin, dans ces opérations de guerre extrêmement rudes, d'allées et venues de troupes, il y a bien entendu toutes les retombées sur la population civile qui, parfois, organisent de véritables résistances. C'est particulièrement le cas dans les Vosges, où il y a des guérilleros, où il y a parfois des capitaines improvisés. C'est par exemple le cas en 1633. En 1633, les paysans du Sundgau, dans le sud de l'Alsace, se révoltent contre les Suédois, s'emparent du château de Ferrette, où se trouvait une garnison suédoise, en réalité composée de Suisses, et balancent une partie des membres de la garnison par les fenêtres du château. Pratique assez courante à l'époque. Les Suédois reviennent, et bien entendu, ils vont revenir en pendant ces pauvres paysans aux branches des arbres. Mais ce genre d'épisode se multiplie à leur vie au cours de la période. Enfin, l'intervention française, à partir de 1634-1635, en 1635, elle devient effective. Le roi de France envoie des troupes et surtout essaye d'être l'arbitre, de pacifier la région. Quelle est l'idée de Richelieu ? Richelieu, c'est le roi de France de l'époque. Louis XIII ne compte pas beaucoup. L'idée de Richelieu, c'est de se dire, cette Alsace qui est une voie de passage si importante, il faut que je la contrôle. Comment la contrôler ? Essentiellement en plaçant en Alsace un allié, un satellite. Et donc, le projet politique de Richelieu est le suivant: s'emparer de Brisac, s'emparer de Vieux-Brisac, Alt-Breisach, parce que Brisac, c'est le pont le plus important pour la maison d'Autriche. Je l'ai déjà dit, le pont de Strasbourg est contrôlé par Strasbourg, le pont de Bâle par Bâle, le pont de Brisac, c'est vraiment le pont essentiel à l'échelle d'Europe. D'où l'idée, les Français et leurs alliés suédois, leur allié Bernard de Saxe-Weimar, vont tout faire pour s'emparer de Brisac. Alors le siège de Brisac, c'est une opération de longue haleine. Ça a lieu en 1638 au terme d'un siège qu'on a comparé par son importance stratégique au siège de Stalingrad. La comparaison n'est peut-être pas trop forcée. Pourquoi ? Parce que s'emparer de Brisac, c'était la garantie pour celui qui en serait le maître de contrôler tout jusqu'à Vienne. Alors, c'est la raison pour laquelle cette ville est assiégée. Bernard de Saxe-Weimar remporte la victoire et s'installe à Brisac. Le roi de France lui a fait la promesse suivante: mon brave, tu vas t'installer à Brisac, je vais t'aider à pacifier la région, particulièrement l'Alsace, et le jour où je négocierai la paix, tu seras le prince de l'Alsace. Voilà, en gros, le projet politique, c'est ça. Créer un nouvel État qui serait un État tampon, qui ne serait pas aux mains du roi de France, mais qui serait aux mains de ses alliés. Bernard de Saxe-Weimar, il fait partie de la famille des ducs de Saxe, mais c'est un fils cadet, donc il n'a rien. Donc, on s'attend à ce projet politique. Avec l'histoire, on peut toujours imaginer ce qui n'a pas eu lieu. En 1617, l'Alsace n'est pas devenue espagnole. C'est bien dommage, parce que sinon, on pourrait boire de la sangria ensemble. On irait peut-être tous à la corrida à Schirmeck, mais enfin, il n'empêche que en 1638, l'Alsace est sur le point de devenir la principauté de Bernard de Saxe-Weimar. Hélas ou heureusement, que se passe-t-il ? Bernard de Saxe-Weimar est pris apparemment
d'une pneumonie, on ne sait pas exactement, peut être empoisonné par des rivaux et meurt inopinément en 1639. Alors que va faire le roi de France? Son meilleur allié, son joker, passe l'arme à gauche. Eh bien, le roi de France va se dire, les généraux de Bernard de Saxe-Weimar, ses collaborateurs, ils vont se disputer. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc le roi de France se dit, ben, tant pis, cette fois-ci, puisque mon joker ne peut pas jouer à ma place, je vais jouer moi-même. Et c'est la raison pour laquelle, en 1639, Richelieu, qui n'est pas encore mort, mais qui va mourir 2 ans plus tard, décide, au moins met au point l'idée d'une annexion de l'Alsace. Hein. Alors voici la médaille commémorative donc, du siège de Brisac, dont l'importance ne vous échappe pas. Vous voyez ici à quoi ressemblait Brisac défendu sur le Rhin, presque sous forme d'île. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais le grand problème auquel est confronté Bernard de Saxe-Weimar comme le roi de France, c'est la Lorraine. La Lorraine et la Franche-Comté, 2 régions ennemies voisines. Et donc toute l'idée va consister à faire en sorte que les Lorrains puissent être rejetés hors d'Alsace et éventuellement maîtrisés chez eux. Voici par exemple une bataille au cours de laquelle les Lorrains sont battus par des Suédois ou par des alliés des Suédois. Alors je n'ai pas le temps de parler davantage des événements militaires. Pour réfléchir, pour revenir sur ce que j'ai dit, 2 très grandes phases. La première phase, 1621-1623. La deuxième phase, 1632-1639. Puis il y aura encore les arrêts de jeu un peu plus tard, vers 1640-1644, mais ça concerne assez peu l'Alsace. Donc la guerre de 30 ans, elle a en réalité duré sur le terrain 6 ou 7 ans. Mais la guerre peut faire des dégâts autres que des dégâts militaires. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette dernière partie. La guerre, c'est d'abord des passages de troupes qui sont mal payées ou ne sont pas payées, et qui vont par conséquent faire régner, notamment dans les campagnes, plus que dans les villes qui sont protégées par leurs remparts, un climat de terreur. D'où ces événements continuels de maraudeurs qui investissent les villages, attaquent les paysans, volent leurs provisions, violent les femmes, massacrent les vieillards et les enfants, prennent les troupeaux, brûlent, etc. Ces misères de la guerre, on les connaît bien. On les connaît par des descriptions très nombreuses, par des récits. Et en particulier, on a un récit romancé qui est le récit qui s'appelle Simplicius Simplicissimus, qui sont les aventures d'un garçon pris dans la guerre. Ce garçon s'appelle Christoph Grimmelshausen et il a fait carrière dans un régiment au service des impériaux, quoiqu'il soit protestant lui-même, et à la fin de la guerre, il se retire près d'Oberkirch, tout près d'ici, devient aubergiste et administrateur seigneurial, et va publier des romans dans lesquels il évoque ce qu'il a vu lui-même au courant de la guerre. Ces événements tout à fait épouvantables dont il a été victime, complice, acteur. Je vous conseille de lire le récit de Christoph Grimmelshausen, qui a été édité, bien entendu, en allemand, dès 1659. La première édition a paru à Montbéliard, nous la voyons ici. Hein, Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch, das ist die Beschreibung des Lebens eines, je ne sais plus trop bien quoi, seltsamen Vaganten, donc d'un vagabond étrange qui va connaître à la fois une ascension comme capitaine brigand et en même temps va connaître les pires déboires au cours de son existence aventureuse. Il existe une très bonne traduction française qui est apparue il y a quelques années. De ces malheurs de la guerre,
il y a bien sûr les dessins ou les gravures de Jacques Callot, qui est un Lorrain qui meurt en 1633, gravure qui représente d'une manière générique les malheurs de la guerre. Ce ne sont pas des illustrations de la guerre de 30 ans proprement dite, puisqu'il est mort avant la phase la plus rude, mais ça représente ce qu'est une guerre de l'époque avec son cortège de massacres absolument abominable. C'est sans doute les images les plus crues jusqu'aux images de Goya au début du XIXe siècle. Je les passe, il faut bien sûr les connaître. Alors à ces témoignages, j'en ajouterai un qui vient de paraître cette année, qui est le journal, plus exactement le récit de la vie d'un potier d'étain colmarien qui s'appelle Augustin Günzer, qui est protestant et qui raconte, ça a été traduit par une de mes anciennes étudiantes, Monique Desbousquer, et c'est sans doute un des témoignages les plus forts qui a été publié sur la guerre de 30 ans. Je vous le recommande parce qu'il nous montre quelles sont les catastrophes. Alors ces catastrophes, c'est quoi? C'est bien entendu l'irruption de soldats, la violence, le rétablissement brutal d'une religion qu'on ne veut pas, des voies de fait continuelles, des maraudages, des destructions. Par exemple, Günzer nous dit que ces vignes, elles ont été abandonnées pendant 8 ans. Il n'a pas pu les travailler. Sa cave a été pillée. Il est totalement ruiné alors qu'il a passé une partie de sa vie à construire une certaine aisance. J'en passe. Il y a les résultats les plus spectaculaires pour nous. Ces résultats les plus spectaculaires, c'est les résultats démographiques, où nous voyons, en effet, et des chiffres comme ceux que nous avons là, qu'on peut établir à partir des registres de baptême, de sépulture ou de mariage, nous montrent que dans certaines localités, la mortalité ou la natalité peuvent connaître des pics absolument extraordinaires. Par exemple, on va prendre un exemple d'ici quelques minutes, mais en tout cas, vous voyez, on a une natalité très forte. 42 naissances pour 1000 habitants à Dambar-la-Ville en 1660. C'est un indice d'une population qui se porte bien. La mortalité à l'époque est très faible. Il faut imaginer que la natalité, actuellement la natalité, elle est de moins de 20 pour 1000, même beaucoup moins dans nos pays, à nous, en Europe occidentale. La mortalité est bien plus faible. Ce que je voudrais dire par là, c'est que, prenez quelques chiffres, vous avez une natalité qui peut brusquement baisser. Et si la natalité baisse, c'est pour une raison très simple, c'est que les adultes ne se marient pas, ne procréent pas, sont dispersés, j'en passe et des meilleurs, et que les conditions physiques, biologiques, souvent ne sont pas réunies. Quand vous prenez ce graphique qui nous montre l'évolution de la population de Dambar-la-Ville, où on voit les naissances, la courbe des naissances au cours de la période qui commence en 1600. Eh bien, vous voyez, la courbe des naissances, elle est irrégulière. En principe, les naissances devraient être constantes pour une population constante, en tout cas avant l'époque actuelle. Eh bien, vous voyez, des pics et des chutes. S'il y a des chutes, ça signifie que la population, ou bien n'est pas là pour se reproduire, ou bien que les conditions biologiques sont mauvaises. Vous comparez ce graphique-là avec le graphique de la mortalité. Et là, la mortalité, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, il y a des années, c'est le cas de 1632, 1633, 1635, 1636, où vous avez beaucoup plus de morts que de nouveau-nés. Et alors ça, c'est l'effet direct de la guerre. Mais la guerre ne tue pas. Elle ne tue pas par les armes. Bien entendu, les armes y ont leur rôle. Mais elle tue par la malnutrition, par les privations, par des conditions absolument insupportables, par le malheur économique. Je prends un exemple. Après le passage de l'armée de Mansfeld en 1622, les prix, pas le prix du pétrole,
le prix du pain a été multiplié par 10. Alors ça, c'est une catastrophe. Une catastrophe, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter ce pain. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'endetter, ils vont partir. Et on assiste donc à des villages qui se dépeuplent, à des gens qui s'en vont. Ça ne veut pas dire que ces gens sont morts. Ça veut dire qu'ils se sont réfugiés ailleurs. Ils se réfugient là où on ne se bat pas. Exemple, en Suisse. Exemple, dans certaines régions des Vosges. On a pu remarquer, par exemple, que du côté de Bruyères, brusquement, la population augmentait autour de 1640. Ça, ce sont des Alsaciens qui sont allés se réfugier, et ainsi de suite. Donc, une perturbation absolument terrible. Endettement. Et l'endettement, il a une autre cause qui est extrêmement importante. Le financement de la guerre. La guerre, elle est financée par qui? Elle est financée par l'impôt, en grande partie. Alors, imposer lourdement des gens qui sont déjà appauvris, c'est un problème terrible. Mais aussi et surtout, entre le moment de la victoire catholique de 1623 et l'arrivée des Suédois, 9 ans plus tard, eh bien en réalité, la guerre n'a peut-être pas déferlé en Alsace autrement que par des passages de troupes. Mais les pauvres Alsaciens, catholiques ou protestants, indifféremment, ont été obligés de cracher tellement d'argent à leur prince sous forme d'impôts que l'appauvrissement a été terrible et qui s'est aussi traduit par un affaiblissement, par un exode, etc. J'en passe. Le résultat, au bout de 30 ans, les forces vives de toute l'Allemagne, mais aussi des régions voisines, sont épuisées. Je ne l'ai pas dit, mais par exemple, en 1640, en France, en Anjou, en Normandie, en Bretagne, où la guerre ne sévit pas, les gens se révoltent contre le roi. Et pourquoi? Parce que le roi leur impose des impôts absolument colossaux pour financer ses troupes qui guerroient en Alsace. Vous voyez? Donc tout est lié, il y a une espèce de relation très très forte qui s'instaure. Le résultat, c'est que l'épuisement est tel que la sagesse revient à la surface et qu'on va essayer de négocier une paix. Alors les négociations de paix sont assez complexes. Elles sont faites par des diplomates, elles sont faites en Westphalie. Pourquoi en Westphalie? Parce que c'est justement la région intermédiaire entre, en gros, la Baltique, la mer du Nord, les régions plus au sud, Saxe, Souabe, Hesse, etc., Thuringe, un carrefour, négociations qui sont faites entre les représentants de la Ligue catholique des impériaux, notamment des Habsbourg, du duc de Lorraine, quelques autres. Le roi d'Espagne continue à être en guerre avec le roi de France à cette date, et des plénipotentiaires protestants, français, suédois, et j'en passe. Et on décide de signer une paix qui devrait être perpétuelle, c'est-à-dire durer toujours. C'est très beau. Et cette paix, l'idée qui la fonde est l'idée suivante: on va remettre les pendules à zéro, c'est-à-dire qu'on va rétablir la situation d'avant la guerre. Donc, le terrain gagné par les catholiques sera rendu aux protestants, et inversement. Les libertés arrachées aux uns et aux autres seront restituées à leurs propriétaires légitimes. Donc tout ça, un coup pour rien. Retour, match nul, retour à la case départ. Le retour à la case départ n'est pas complet. Il n'est pas total. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la tourmente des vaincus qui ont disparu, des occupations de fait qui ont été faites. Et le roi de France tire ses marrons du feu, en négociant le transfert sous sa domination des biens et des droits que possédait la maison d'Autriche dans la vallée du Rhin. Le roi de France obtient donc en pleine souveraineté, la Haute-Alsace et le Sundgau. Il obtient Brisac. Et en réalité, c'est Brisac qui l'intéresse le plus parce que ça lui permet d'avoir la tête de pont. Et il obtient un droit de contrôle sur
les villes impériales d'Alsace, qui sont toujours villes impériales, je ne les ai pas citées, Colmar, Sélestat, Haguenau, ce qu'on appelle la décapole. Voilà ce que possède le roi de France. Et c'est à partir de ça, à partir des terres autrichiennes, à partir des droits que tenait la maison d'Autriche, qu'il va, c'est une autre histoire, unifier l'Alsace à son profit pour en faire une province, c'est-à-dire en faire une Alsace française qui n'existait pas avant, mais qu'il va soumettre, organiser, défendre, en y faisant, et c'est un paradoxe, lui, le vainqueur, le pacificateur, va annexer l'Alsace, qui appartient à une autre culture, en respectant relativement bien ses usages. Le mot d'ordre du roi, c'est dire il ne faut pas toucher aux usages de l'Alsace, et l'annexer finalement à l'État français jusqu'au jour où cette Alsace, par le biais de la Révolution française, va s'intégrer à la nation française. Alors de cette Alsace que le roi de France obtient en partie en 1648, lui, il a, je répète, ce que nous avons ici au sud, et il va progressivement, par une politique complexe mais très habile, annexer le reste jusqu'à 1681, date à laquelle il annexe Strasbourg et va s'emparer de ce qui fait la puissance de Strasbourg, c'est-à-dire son pont. Alors, je voudrais, avant de conclure, dire que le relèvement de cette région a été une entreprise de longue haleine. Mais tout dans cet épisode épouvantable n'a pas été globalement négatif. D'abord, la domination française a garanti à l'Alsace pratiquement plus d'un siècle de paix. Une paix armée a provoqué une sorte de transition, une sorte d'osmose entre une culture allemande, une culture politique différente, et un espace, une culture française. Mais ensuite, les Alsaciens en ont tiré un certain nombre de bénéfices. Les bénéfices de la paix, le maintien du statu quo confessionnel. Le paradoxe, c'est que, par exemple, le roi de France a accepté en Alsace qu'il ne tolérait pas chez lui, c'est-à-dire la coexistence de catholiques et de protestants, et du reste de juifs. Mais c'est aussi une prospérité nouvelle. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie. Strasbourg est resté neutre. Strasbourg protestante est restée neutre. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette ville avait compris que son intérêt était de se dire « j'ai le pont, je tiens les clés de l'Allemagne, je peux les vendre aux plus offrants, mais aussi et surtout, je peux profiter de la situation. » Strasbourg, ville forte, va accueillir des réfugiés. Et des réfugiés, quand c'est des réfugiés riches, c'est intéressant. Quand c'est des réfugiés pauvres, c'est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on peut leur prêter de l'argent. Prêter de l'argent, et s'ils ne remboursent pas, récupérer leurs terres. Et grâce à la guerre de 30 ans, Strasbourg, ville de banque, ville de pouvoir, va beaucoup mieux contrôler son arrière-pays, va devenir une puissance financière et marchande tout à fait exceptionnelle. Ça mérite d'être dit. À Mulhouse, le phénomène est exactement le même. Mulhouse, qui est une petite ville alliée des Suisses, qui va rester neutre. Pendant que toutes les campagnes autour de Mulhouse se déchirent, Mulhouse voit affluer chez elle de l'argent, un peu comme, la Suisse entre 1933 et 1945. Ce sont les conditions de la prospérité. C'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive de capital. Le résultat, c'est que ces villes marchandes vont imaginer des solutions astucieuses pour essayer de faire fructifier leur argent et vont passer, dans le cas de Strasbourg, à des activités marchandes lucratives, dans le cas de Mulhouse, à des investissements. Et l'investissement, ça va être, lorsque la paix sera revenue, l'industrie. Autrement dit, cette guerre a été finalement fondatrice d'une Alsace tout à fait nouvelle. Alors j'en arrive pratiquement au terme de cet exposé qui a été très long. Je voudrais simplement vous dire, pour conclure, que je suis à votre disposition pour toutes sortes de questions. Et là, je voudrais vous dire que
c'est presque une page que je referme ce soir avec vous, parce que j'arrive presque à la fin de ma carrière, pas tout à fait, mais presque, je peux encore la prolonger pendant 5 ou 6 ans, mais pour vous dire que la première leçon d'histoire que j'ai faite quand j'étais jeune professeur portait sur la guerre de 30 ans. Le public présent a posé les questions suivantes. Est-il vrai que le duc de Lorraine avait envoyé des troupes qui ont décimé l'Alsace? Le duc de Lorraine a très mauvaise réputation. Les Lorraines n'ont jamais eu une bonne réputation. Le duc de Lorraine, bien entendu, pour les impériaux, ils se trouvent essentiellement à l'est de la Forêt-Noire et éventuellement dans le sud. Le duc de Lorraine, c'est donc un allié, j'allais dire, qui se trouve de l'autre côté du massif, donc un allié extrêmement commode du point de vue stratégique et tactique. Le duc de Lorraine est un prince très puissant et il est catholique. Et par conséquent, il va de soi qu'il va jouer un rôle tout à fait essentiel dans les opérations militaires en Alsace. C'est en grande partie à cause de lui que la guerre a duré plus longtemps. Alors, a-t-il été plus cruel que les Suédois ou les autres? Bien, je dirais que tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Il va de soi le duc de Lorraine, l'armée du duc de Lorraine a été accueillie en libératrice dans certains secteurs catholiques d'Alsace. Chez les protestants, en revanche, a été accueillie comme les pires oppresseurs. Alors, il y a eu effectivement des coups de main. Je ne pourrais pas en parler avec beaucoup de détails, mais toutes les armées se comportent à peu près de la même manière. Il se trouve que le duc de Lorraine était incontestablement un très grand général, un chef de guerre très doué, qui a notamment, par exemple, remporté une victoire à Fribourg-en-Brisgau, qui était très, très importante, mais il est aussi utile de rappeler que ces terres ont été occupées par l'armée française ou en partie des Suédois, en tout cas les alliés des Suédois, presque plus souvent que le duc de Lorraine n'est venu en Alsace. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est. En tout cas, tout le monde a été victime de tout le monde. Il était parfois très difficile de savoir quel était l'ennemi qu'on avait en face de soi. Finalement, là, dans cette guerre, on voit bien les moyens où il y avait des mercenaires, donc il fallait les payer. Donc les impériaux possédaient l'argent, finalement, de l'Amérique. Absolument. Quels étaient les moyens des protestants? Alors, la pompe à finance fonctionnait de tous les côtés. Il est utile de rappeler, par exemple, que le premier des chefs protestants, le comte palatin Frédéric V, était très riche parce qu'il était, par exemple, détenteur des péages du Rhin, en gros, à la hauteur de Heidelberg et d'ailleurs. Le roi de Suède était très riche. Il était très riche parce que, par exemple, il y avait des mines de cuivre qu'il exploitait et qui lui rapportaient beaucoup d'argent. Mais enfin, chacun sait que c'est plus de l'argent interne qu'on utilise que de l'argent externe, c'est-à-dire en gros l'impôt. L'impôt, alors les impériaux avaient probablement un atout que n'avaient pas, enfin ça dépend, les villes protestantes qui sont assez nombreuses, je pense à Nuremberg, je pense à Francfort, je pense à Strasbourg, prêtaient de l'argent aussi. Donc ça marchait avec le crédit en partie, ça marchait avec l'argent du roi de France, qui en avait beaucoup, qui était l'argent de ces braves contribuables bretons, aquitains, que sais-je encore. Ça marchait aussi avec le recyclage du butin. Et là, c'est quelque chose de très important. Et ça même pour le roi de France, par exemple, avant qu'il n'intervienne directement militairement. Il prêtait de l'argent. Je pense que le roi de France a dû financer assez rapidement les princes protestants. Mais ça, c'est une tradition très ancienne.
Et le roi de France s'appuie sur les princes protestants depuis François Ier. C'est une technique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et ça marche très bien. J'essaie de voir encore quels sont d'autres moyens. Les villes, je l'ai dit. Alors, j'ai parlé de crise financière. Il y aurait effectivement, parmi les choses qui peuvent jouer, c'est effectivement des rivalités financières. Les Pays-Bas avaient beaucoup d'argent, par exemple. Et les Pays-Bas ont aussi en partie financé. Alors, c'était très compliqué. Mais, bien entendu, ça se traduisait aussi par des échanges de produits de tout genre. Hein. L'un des atouts de l'Autriche avait aussi été ses propres mines sur place, des mines en Bohême, des mines dans les Vosges. Mais l'expérience montre que les mines des Vosges étaient en train de s'épuiser. En tout cas, elles avaient perdu leur importance économique. Mais on ne le savait pas encore. La guerre de 30 ans aurait ruiné encore plus la Lorraine, est-ce vrai? Autant sur le point de vue humain que sur le point de vue des richesses. Oui, alors le problème est toujours le même. Comment évaluer exactement le bénéfice ou la perte en argent? C'est très très difficile à dire. Il faut effectivement savoir que la Lorraine, à la fin de la Renaissance, est très prospère. Hein, ce qui fait sa prospérité, c'est le sel, c'est en partie les mines, c'est aussi le verre, c'est ensuite le papier. Donc la Lorraine a connu un essor absolument extraordinaire au XVIe siècle. Alors il se peut qu'effectivement, elle a eu beaucoup de peine à s'en remettre, même si les dégâts physiques ont pu être moindres. Ça, on peut le savoir parce qu'on a des indicateurs. L'administration lorraine tenait très bien ses comptes, et on a en particulier les comptes des péages, et on sait par exemple que les marchandises circulent moins. Donc là, il y a une perturbation qui est importante. La Lorraine a perdu son rôle de zone de transit international pendant cette guerre-là. Il se peut que ça ait aussi motivé une partie de ces interventions. Pourriez-vous nous dire très succinctement les conséquences de la guerre de 30 ans sur la vallée de la Bruche? On lit dans différents livres, bien sûr, et on sait par l'histoire que la guerre de 30 ans a fait des ravages ici, que des villages ont été fortement mis à contribution, et qu'il y a eu par la suite un repeuplement. Alors, j'aurais beaucoup de peine à vous donner des exemples précis de la vallée de la Bruche, que je connais très mal, mais ce qu'il est important de se dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un dépeuplement. Alors, ce dépeuplement, il est physique par élimination physique. Alors, l'élimination physique, c'est les gens qui meurent, mais c'est aussi les gens qui ne naissent pas, c'est-à-dire le non-renouvellement de génération. Mais il y a aussi et surtout les départs. Les départs, les gens qui vont au loin. Alors, ces départs ont entraîné. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, je ne veux pas dire de bêtises, de village qui se soit entièrement dépeuplé. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à partir de 1662, ou même un peu plus tôt, il y a des mesures de repopulation, de repeuplement qui sont prises. Ces mesures de repeuplement consistent en grande partie à inciter des étrangers, des immigrés, à venir s'installer. Alors, quels sont ces immigrés? Ces immigrés, c'est d'une part des gens qui proviennent de régions qui ont été épargnées par la guerre. Hein, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple des Suisses. Vous connaissez tous l'exemple des Suisses. Alors, les Suisses, il faut savoir que autour de 1650, la Suisse a connu des troubles, des révoltes, qui étaient en grande partie imputables à un surpeuplement de ses campagnes. Autrement dit, un jeu de vases communicants fait qu'une immigration suisse a pu se produire, et que cette immigration suisse, on la connaît bien. On la connaît bien parce que, je prends mon cas particulier, dans une partie de ma famille vient du pays de Lucerne.
Donc si je fais ma généalogie, je trouverai ça. Alors pratiquement toutes les familles ont la même caractéristique, hein. En tout cas de gens qui ont des racines locales plus ou moins faciles à suivre. Donc là, c'est quelque chose de certain. Bon, il y a d'autres régions qui ont également envoyé des immigrants. Hein. Il y a par exemple, dans le pays de Hanau, on trouve à côté de Lichtenberg un lieu-dit qui s'appelle la Picardie. Et on pourrait trouver d'autres exemples. Donc, on a des gens isolés qui font souche. On a parfois d'anciens soldats qui font souche. Ça peut aussi jouer. J'ai aussi un de mes ancêtres, mais qui n'en a pas, qui est un pauvre type qui un jour a été blessé du côté de Colmar et qui est resté sur place, qui a épousé une fille du pays. Bon, ça c'est archi courant. Parmi les... Alors, il va de soi que le repeuplement n'a pas été aussi rapide que ce qu'on peut imaginer. Il y a des régions où le flux d'arrivée d'immigrants a duré jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alors parfois, on les encourageait en leur donnant des terres, preuve que des terres étaient abandonnées. Hein, on sait aussi que certains de ces immigrants ont introduit des coutumes qui n'existaient pas, des habitudes qui n'étaient pas connues. C'est ce qu'on dit la vallée de Münster, qui a été repeuplée avec des Bernois, en partie des Bernois, et on prétend que, je ne sais pas si c'est vrai, que le fromage de Münster tel qu'on le connaît actuellement viendrait de ces immigrants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que avant la guerre de 30 ans, le fromage de Münster était une pâte cuite, une pâte dure. C'était une sorte de tome. Donc, il se peut quand même que chronologiquement, quelque chose se soit passé. Mais je ne peux pas vous le dire avec précision. Moi, je pense pouvoir vous dire que ce qui a fait le plus pour repeupler l'Alsace, plus que l'immigration, c'est la pomme de terre. La pomme de terre qui, effectivement, s'est développée à ce moment-là. Elle est venue très tôt, elle est venue avant la guerre de 30 ans. Mais elle ne s'est vraiment développée qu'après, parce que la pomme de terre vous garantissait au moins de quoi vous nourrir pendant la morte saison. Alors ça, c'est relativement bien documenté. Vous savez que dans les manuels scolaires français, on nous dit toujours que c'est Parmentier qui a introduit la pomme de terre à la cour de Louis XVI autour de 1780. Ben, vous voyez que l'Alsace avait une avance de 150 ans. C'est quand même pas mal, hein, bien avant le TGV. Alors, et puis il y a aussi probablement d'autres types d'immigrants. Exemple, dans le bord de la Roche, dans les terres de Salm, un peu plus tard, au XVIIIe siècle, l'arrivée des anabaptistes qui venaient aussi de l'Oberland bernois, hein, qui font partie de ces flux. Mais en réfléchissant un peu plus, on constate que ces flux ne sont pas des nouveautés absolues. Et là, je voudrais faire une remarque que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, qui est que cette guerre de 30 ans a été tellement épouvantable et a représenté une telle cassure dans l'esprit des gens que beaucoup de gens ont oublié ce qu'il y avait avant. Oublié les autres guerres qui avaient eu lieu avant. Oublier les autres immigrations qui avaient eu lieu avant. Et tout se passe comme si on avait dit que c'était les Suédois qui étaient à l'origine de tout. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple qui est l'exemple d'une chanson populaire qui a été recueillie au XIXe siècle dans le sud de l'Alsace, du côté du Ballon d'Alsace, et qui racontait un récit d'une révolte contre des prédateurs, contre des ennemis. Eh bien, les gens qui ont recueilli cette chanson, cette ballade populaire, qui s'appelle le Chant du Rosemont, se sont dit, mais ça rapporte des événements de la guerre de 30 ans. Et tout le monde était d'accord, tout le monde pensait que cette tradition remontait à ce moment-là. Et il se trouve que, en réalité, on sait que ça racontait un événement qui avait eu lieu
100 ans plus tôt, qui était la guerre des paysans, qui était la grande insurrection paysanne de 1525. Donc, tout se passe comme si tout avait été rapporté à ces événements. Je connais des villages, des sites de villages abandonnés. Eh bien, ces villages abandonnés, vous trouvez dans les livres et vous trouvez dans le témoignage des gens quand vous leur posez des questions, quand vous leur demandez depuis quand cet endroit est abandonné, ils vous répondent « c'est depuis la guerre de 30 ans, depuis la guerre des Suédois ». Bien, la réalité, pas du tout ça. Je prends un exemple que je connais bien, du côté d'Ensisheim, où je sais très bien que c'est un village qui avait été abandonné au XIVe siècle et qui n'a été réaménagé que, le village de Rustenart, qu'au XVIIe siècle. Donc, au moment de la reconstruction, on a imaginé qu'on reconstruisait des villages disparus pendant la guerre, alors qu'en réalité, ils étaient disparus depuis 3 ou 4 siècles. Vous voyez ? Donc, on s'est focalisé sur cet événement. Enfin, on trouve à peu près partout des gens qui, quand ils font de la généalogie, disent « je ne peux pas remonter au-delà de la guerre de 30 ans ». Et ça, c'est parfaitement vrai parce que il est assez rare d'avoir des registres paroissiaux d'avant la guerre de 30 ans. Pourquoi ? Parce que les registres paroissiaux, la plupart des villages, n'ont été ouverts qu'après le Concile de Trente, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, et que pas mal ont dû être perdus pendant les événements de la guerre de 30 ans. La réalité est que la guerre de 30 ans n'a pas tellement détruit. Et pour s'en rendre compte, elle a beaucoup pillé. Elle a tué par excès ou par défaut. Mais elle n'a pas tellement détruit. Et on peut prendre des exemples. Prenons le cas de Rikvir, comme exemple parmi des dizaines d'autres. Mais je pourrais prendre d'autres exemples tout près d'ici. À l'entrée de la vallée, Altorf, Rosheim, que sais-je encore, Dorlisheim, qui est un village ouvert. Eh bien, quand vous allez dans ces villages, vous constatez que, dans le cas de Rikvir, on a fait des statistiques, les 2/3 des maisons datent d'avant la guerre de 30 ans. Les 2/3. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas été détruites, puisqu'elles sont là. Ceci pour essayer de réviser l'interprétation un peu trop noire que l'on peut faire. Ça ne veut pas dire que la guerre n'a pas existé. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais ça veut dire qu'il faut bien nuancer. Et quand on fait l'histoire des édifices, bien on constatera que le nombre d'églises brûlées, l'église c'est en général le lieu le plus emblématique d'un village, d'une ville, est tout à fait infime. Donc la guerre a été terrible, mais malgré tout, ce qui était le pire, c'était les batailles en race campagne, c'était les sièges, qui n'étaient pas très nombreux, et même des cas de localités assiégées ont laissé des traces assez nombreuses. Enfin, on trouve souvent une légende qui est très tenace, qui consiste à dire « Oh, nous, en Alsace, on a tous du sang suédois, ce sont les Suédois qui ont passé par là et qui ont laissé un certain nombre de chromosomes. D'abord, il n'est pas nécessaire d'être suédois pour être blond, d'être grand pour être suédois, mais cette tradition, elle est, comment dirais-je, c'est très romanesque de se dire qu'on descend de suédois. Parce que dire « Ah, mes ancêtres étaient suédois ». D'ailleurs, vous voyez, comme j'ai le type physique suédois, scandinave, grand, yeux bleus, c'est très valorisant. Parce que les Suédois, d'abord, les Suédois et les Suédoises ont une réputation de beauté, d'intelligence, de travail, d'IKEA, que sais-je encore, de Volvo. Alors qu'avec un peu de chance, les petits Croates, les Hongrois, les Italiens, les Espagnols du sud de l'Espagne ont laissé plus de chromosomes que les Suédois.
ils étaient à coup sûr plus nombreux. Hein, mais c'est beaucoup plus valorisant. En plus, les Suédois, ce n'est pas des vrais Allemands. Et pouvoir dire que nous, Alsaciens, qui sommes quand même globalement d'origine germanique, hein, ça fait mieux sur une carte de visite d'avoir un pédigré de Suédois. S'il vous plaît, cette configuration de l'Alsace à l'issue de la guerre de 30 ans, ne pensez-vous pas qu'elle a une influence sur son histoire, ses valses, hésitations entre françaises, allemandes, françaises et allemandes? D'abord, je crois que ce que vous dites est très important, parce que c'est effectivement à la suite de cette guerre qu'elle est devenue française. Donc elle a passé dans l'orbite française. Mais avec quelque chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'Alsace, c'est la région d'Allemagne historique qui est celle qui a l'interface la plus rapide, la plus directe avec l'espace francophone. La preuve, hein, nous sommes ici sur la zone de partage des langues. C'est-à-dire que, bien avant la domination française, l'Alsace est la région allemande la plus ouverte à ces échanges. Et inversement. Hein, c'est en quelque sorte le goulot, tout dépend de quel sens on se place. En tout cas, c'est le scotch, hein, c'est l'endroit où la relation se fait. Donc, ça peut... Il va de soi que cette annexion, c'est une annexion, a renforcé la chose. Donc, d'une double appartenance. Une double appartenance avec probablement une donnée qui est importante, c'est que finalement, le vainqueur a été un vainqueur habile et qui a réussi à se faire reconnaître comme arbitre. Je répète son mot d'ordre, le mot d'ordre de l'intendant de Louis XIV qui disait « Il ne faut point toucher aux usages de l'Alsace ». Donc l'idée, ça a été de se dire on est là, on coiffe le tout, mais en même temps, on va essayer de respecter les gens, plus ou moins bien, parce que le roi de France est quand même plus catholique que protestant, mais malgré tout, il a garanti une certaine paix. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc c'est probablement à la fois une séduction que le royaume de France exerçait sur toute l'Allemagne, mais exerçait particulièrement sur l'Alsace, qui a contribué à rendre l'Alsace française, incontestablement, hein, en lui offrant de nouveaux horizons, en la valorisant, en faisant une sorte de vitrine. Bon, alors, bien entendu, la question qui se pose est de savoir si le fait d'avoir subi une guerre abominable, mais que là, d'autres régions d'Allemagne ont subi la même guerre, dans des proportions semblables, n'a pas rendu les Alsaciens plus fatalistes. Pourquoi pas, mais vous savez, l'être humain oublie très vite. Il se peut que ça ait joué. En tout cas, ça a au moins garanti un statu quo. Et ce statu quo, ça a été de rendre, en quelque sorte, une coexistence de deux cultures, allemande et française, de deux confessions, voire plus, catholiques et protestants, de deux systèmes politiques, le système politique très local qui existait en Alsace et le système politique très général, très centralisé qui existait en France. Tout ça fait que Hans Schnock-Haller a pu naître dans de bonnes conditions, que les contraires ont pu peut-être s'accommoder et ça peut-être aider à rendre les Alsaciens plus expérimentés, peut-être plus ouverts, pourquoi pas. En tout cas, il se peut que ça ait effectivement un impact encore durable. Mais j'ai toujours beaucoup de peine à essayer de... Il faut effectivement actualiser des situations, mais il faut éviter de faire trop de contresens. Moi, l'adverbe toujours, je ne l'utilise pas beaucoup dans mon vocabulaire parce que je m'en méfie. Hein, en revanche, il y a quand même des situations qui se reproduisent. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on a la chance d'être dans une région qui a une expérience extraordinaire. Une expérience qui fait qu'on est
je reprends l'expression, l'équateur de l'Europe, c'est-à-dire l'endroit où deux hémisphères, deux mondes se rencontrent et où on est infiniment plus près d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est dans une double proximité. Et ça, c'est un atout extraordinaire. L'Alsace, elle est vosgienne et elle est rhénane. Bon, c'est une richesse, hein. Alors maintenant, je pourrais vous faire un beau couplet sur la nécessité de faire de Strasbourg la capitale de l'Europe. Je ne vais pas le faire ici. Ça nous mènerait très 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 loin. Merci au professeur Georges Bischoff et au public pour ces questions. Ne perdez pas le fil en souscrivant à notre flux d'émissions ou à notre lettre d'information sur aufildusavoir.fr.